Au contraire, c'est un cadeau quand tu poses les questions. C'est gentil. Puis là, la liberté, je pense que ça te parle aussi. Ah oui. Oui, c'est vrai. Et tous les thèmes là que tu as abordés sont vraiment au cœur des questionnements qu'une entrepreneur va se poser au cours de son cheminement justement dans l'entrepreneuriat. Parce que oui, cette notion de liberté, finalement, elle est propre à chacun, mais on peut vite s'en détourner sans s'en rendre compte finalement, petit à petit, avec en prenant chaque fois des décisions avec comme tu disais, il faut, je dois. Ben oui, mais en fait, au bout d'un moment, on se perd. Et cette notion de liberté, c'est vraiment le cœur de la recherche de l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment la première chose pour laquelle on quitte le salariat. On se dit, je veux être libre. Oui. Mais au final, on se rend compte que, en fait, même quand on est notre propre patron, on se met quand même des bâtons dans les roues. Toute seule, finalement. Ouais, tout seul. Sans s'en rendre compte, parce que oui, c'est assez sournois, ça va être une décision après l'autre, et toujours une course. Une course vers plus de chiffre d'affaires, une course vers des prospects, une course vers plus de temps, une course vers le meilleur accompagnement, une course vers une charte graphique. Et finalement, on court tellement après quelque chose qu'on peut oublier qu'au final, la ligne d'arrivée, c'était la liberté. Au final, on fait tellement de détours à travers des injonctions, il faut qu'une bonne entrepreneur, elle fait ci, elle fait ça, qu'on perd finalement le fil de ce pourquoi on s'est lancé. Ouais, c'est complètement ça. Et du coup, toi, comment t'es venue l'envie de justement réfléchir à cette problématique de la liberté dans l'entrepreneuriat ? J'ai pensé à la liberté dans l'entrepreneuriat parce que déjà, la liberté, c'est la base pour moi, que ce soit dans mes relations personnelles ou professionnelles. Depuis toujours, j'ai toujours eu à cœur de me sentir libre. Et pour cela, c'est vrai que j'ai changé beaucoup de fois de métier, jusqu'à comprendre qu'en fait, c'était peut-être l'entrepreneuriat qu'il fallait explorer pour que je puisse vraiment créer ma propre liberté à ma manière. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 6 mois en tant qu'entrepreneur, je m'enfermais à chaque fois dans une nouvelle case, jusqu'à m'épuiser. En mars 2025, je me sentais vraiment fatiguée. Et je me suis dit, mais je me suis pas lancée pour ça. Qu'est-ce qui se passe ? À quel moment j'ai donné les rênes à quelqu'un d'autre ? Je comprends tout à fait ce que tu veux dire. C'est-à-dire qu'un jour, on se réveille et on se dit, mais pourquoi je m'impose ça ? Pourquoi je me suis lancée dans ce projet ou dans ce... À quel moment, dans mon cerveau, ça a switché et je me suis dit, il faut que tu fasses ça. Alors qu'au final, ça ne correspond à aucune stratégie que j'avais décidé de prendre. Mais en fait, c'est cette petite voix dans ta tête qui continuellement te dit, mais si tu veux être parfaite, il faut que tu fasses comme ça. Et en fait, c'est tous les schémas en fait, qu'on a acquis ou qui nous ont été transmis, qui au final, si on ne les a pas dégommés, et bien en fait, on les reproduit exactement quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Et puis, le fait de penser que l'autre est plus expert que soi-même. C'est-à-dire que j'ai pensé limer tous les conseils marketing, de communication sur Insta, etc. Et je suis très scolaire. Donc, on va me dire, pour avoir plus de followers, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Mais j'ai une volonté, une détermination en moi qui sont très fortes parce que je veux faire passer mon message, que j'appliquais
les conseils que je lisais, les conseils que je voyais, même de mentors qui m'accompagnaient. Et en fait, c'était contre-productif pour moi. Parce que déjà, ça ne m'apportait pas le résultat que j'espérais. Mais en plus, je m'épuisais. Moi, typiquement, en Human Design, je fais partie des profils de sprinters, les projecteurs. Et en fait, l'entrepreneuriat m'a révélé ce schéma-là, effectivement, que j'avais déjà en tant que salarié. J'ai l'impression d'avoir autant d'énergie que la majorité, sauf que c'est pas le cas. J'ai beaucoup d'énergie, mais sur un temps plus court. Alors que d'autres vont avoir moins d'énergie, mais plus longtemps. Et en fait, depuis toujours, j'ai l'impression que je dois faire des sprints, donc avec mon énergie assez intense, mais pendant 42 km. Sauf qu'en fait... Ah ben oui, ça marche pas. Ça marche pas. Et donc, je suis sur les rotules, je suis fatiguée, je me sens pas très bien, du coup. Je me dis, mais qu'est-ce que je fais mal ? Ça crée une culpabilité, des doutes. Et bon, par chance, je connais des techniques de respiration, de sophrologie, des techniques physiques pour que ça aille mieux. Mais je me suis dit, là, quand même, c'est pour ça que j'ai choisi les entrepreneurs. Parce qu'au début, j'accompagnais tout le monde, entre guillemets. Mais j'ai choisi de cibler spécifiquement les entrepreneurs parce que c'est un combo, finalement. On peut reproduire des schémas sans s'en rendre compte et on peut être le pire patron de la Terre avec soi-même. C'est ça. Et déjà, le fait de comprendre son fonctionnement, moi, ça m'a déculpabilisée. Ok, en fait, j'ai besoin de faire une sieste l'après-midi, ben, je m'autorise à prendre 20 minutes, une demi-heure pour faire la sieste. Et c'est normal et je respecte mon fonctionnement. Et je sais que ça va me rendre plus productive. Alors que les générateurs, les manifesting générateurs, tu leur parles de sieste, juste ils ont envie de rire, enfin ne rien faire, ça fait pas sens pour eux. Et moi, si. Par contre, pour moi, prendre du plaisir constamment dans ma journée, oui, ça va être cool, mais c'est pas ça qui va être mon carburant. Alors que pour la majorité, ça va être ça. Mais les personnes sont tellement baignées dans les « il faut que je dois » qu'elles vont oublier finalement la partie plaisir, alors que c'est ça leur carburant. Bonjour Aurélie, merci d'être là et de m'avoir proposé de faire cette interview avec toi. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de la liberté et de la liberté en particulier avec les entrepreneurs. Et du coup, j'aimerais beaucoup que tu nous parles justement de cette notion de liberté. Est-ce que l'entrepreneuriat, ce n'est pas finalement une cage dorée ? Merci Bérangère, je suis contente d'être ici. Oui, finalement, beaucoup d'entrepreneurs sont entrepreneurs par reconversion ou parce qu'elles ont eu une expérience de salarié avant, qu'elles ont quitté par choix pour l'entrepreneuriat pour avoir plus de liberté. Et ce que j'ai traversé et ce que j'observe beaucoup, c'est que finalement, beaucoup d'entrepreneurs quittent cette cage de l'entrepreneuriat pour s'en créer une, finalement sans faire exprès. C'est un peu elle est dorée, cette cage, donc on la voit pas beaucoup et elle se construit barreau après barreau sans que quand on se sent enfermé dedans, on peut se dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que je sois enfermée comme ça, pour que je me sente prisonnière finalement d'un système alors que je voulais la liberté. Et c'est assez sournois parce que c'est plein de petites décisions mises bout à bout qui vont faire cet enfermement et où finalement on peut se retourner et se dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai fait. Et déjà le fait de prendre conscience qu'on s'est enfermé dans un système qui ne nous convient pas, c'est déjà un cadeau parce qu'on ne peut pas sortir d'un piège si on ne se rend pas compte qu'on est pris dans le piège. Et c'est quand on sent qu'on est enfermé dans quelque chose qu'on va pouvoir analyser les rouages, qu'est-ce qui s'est passé, pour trouver finalement la mécanique pour se libérer. Et justement, comment, en fait, on peut, en tant qu'entrepreneur, se déceler ces petits signes, ces petits déclics qui vont nous permettre de nous remettre en question et de nous dire attention, là, tu es en train de t'enfermer
dans quelque chose, des fois même de pire que ce qu'on a pu vivre dans le salariat. Les signaux qui vont faire qu'on se rend compte qu'on est en train de s'enfermer et devenir le plus horrible des patrons pour nous, ça va être de sonder un peu ce qui se passe à l'intérieur de soi. Ça peut être de se faire une échelle de 1 à 10. Chaque jour, combien je note ma journée? Est-ce que 1, c'est très peu de plaisir, 10, c'est beaucoup de plaisir? Ou 1, satisfaction pas top, et 10, une grande satisfaction, un sentiment d'utilité, un sentiment de succès. Et selon où on en est de l'échelle, si on est à moins que 5, c'est qu'il est urgent de changer des choses dans l'organisation, dans le business plan, dans la manière, dans sa perception, dans l'organisation. Et de s'accorder des temps pour soi aussi. Ça peut être des temps de plaisir, des temps de repos, des temps de contemplation, des temps de sport, des temps, qu'importe, des temps qui nous permettent de monter dans cette échelle. Et si on est entre 5 et 7, c'est chouette, mais je suis sûre qu'on peut aller un peu plus haut. Parce que si on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, c'est que on le veut le 10, on le veut. Et donc de faire une échelle objective sur quelques jours, de noter la couleur de la journée. Oui, c'est un bon... c'est un bon... une belle technique, en fait, pour pouvoir voir la couleur, finalement, de là où on en est, dans cette notion, avec cette notion de plaisir et de liberté dans l'entrepreneuriat. Oui, après, il y a aussi tous les indicateurs physiques. Si on a mal à la tête, si on sent les épaules crispées, la respiration plutôt haute, mal au ventre, mal au dos. Là aussi, c'est tout plein d'indicateurs de bonne santé psychique, de bonheur et donc de liberté. La charge mentale aussi. Si le sommeil commence à être difficile, que ce soit l'endormissement ou de se réveiller en pleine nuit, qu'il est difficile de se rendormir, ou quand on se lève fatigué, où tout est déjà lourd, là aussi ce sont des signaux. Ou une fatigue constante, la flemme. Alors oui, c'est ok de se faire des sessions Netflix, j'en sais rien, enfin, mais là où il faut être vigilante, c'est que par exemple quand on scrolle, c'est la dopamine qui s'active et c'est des récompenses. Et le cerveau cherche cette récompense immédiate. Et finalement, le fait d'être toujours en stimulation positive comme ça laisse plus de place à l'action qui va être vraiment nécessaire pour le Graal de ce qu'on est venu chercher dans l'entrepreneuriat. Et finalement, aussi d'analyser son activité. Par exemple, il y a beaucoup de coachs en marketing sur Insta qui vont dire de poster beaucoup, d'être très présent, de travailler la charte graphique, etc. Et si on sent qu'on commence à perdre beaucoup de temps sur un code de couleur, sur Canva, sur une temporalité, sur les montages vidéo, et que finalement on passe énormément de temps à ça, mais c'est pour décaler le passage à l'action, là aussi, c'est qu'il y a quelque chose à réaligner, parce qu'au final, c'est une procrastination active. Oui. Mais ça éloigne, ça détourne du chemin finalement de la liberté et de ce qu'on veut. Parce que la liberté, c'est un concept qui est génial. Chacun a son concept de la liberté. Mais quand même, malheureusement, on ne peut pas faire nos courses avec des concepts. On fait nos courses, on paye nos factures avec de l'argent. Et donc, malheureusement, c'est le système qui est comme ça. Pour atteindre une liberté de pouvoir partir où on veut en vacances, de pouvoir s'habiller comme on veut, de pouvoir aller à tel endroit ou tel autre, de se payer, de s'offrir un accompagnement qui va nous permettre d'aller plus haut, il va falloir avoir déjà une liberté financière. Mais pour se créer cette liberté financière, il va falloir passer à l'action.
Et pour passer à l'action, il faut avoir suffisamment de sécurité à l'intérieur de soi et d'oser finalement. Oser communiquer, oser faire des choses qui ne sont pas parfaites, que le montage soit parfaitement calé ou qu'il y ait un petit détail, c'est pas ça qui est important. C'est le message qui est derrière. Et de perdre du temps sur des choses pointilleuses comme ça, est-ce que c'est parce que tu veux vraiment l'excellence, que ça soit parfait, etc. Ou est-ce qu'il y a quelque chose caché? Et finalement, c'est... non, mais c'est bon, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de choses, donc j'ai fait ma part. Ou est-ce que ces choses-là, c'était pour éviter d'aller creuser et de faire les bonnes actions qui sont vraiment importantes pour le business? Et pour moi, c'est ça. C'est déjà de se libérer des blocages pour pouvoir faire pleinement les bonnes actions justes pour le business, pour avoir cette liberté financière, pour après être sereine et de pouvoir encore plus passer à l'action et faire ce qui est juste et pour avoir finalement plus d'espace. Parce que quand on passe 8 heures sur un projet Canva, ça te parle ou quoi? Je me vois en fait. Tout ce que tu dis là, j'ai l'impression que tu parles de moi, que tu es en train de lire à livre ouvert dans tout ce qui est en train de me passer par la tête. Donc arrête, ça suffit. J'arrête. Imagine, au lieu de 8 heures sur Canva, tu pouvais faire la même chose en 2. Qu'est-ce que tu ferais des 6 heures qui te restent? Tellement de choses. Ouais. Tellement de choses. Le champ des possibles est tellement important que... Et c'est pour ça que je me bats. Pour que les entrepreneurs, pour que vous récupériez vos 6 heures par jour. Et pour moi, le mieux pour un entrepreneur, c'est l'énergie et le temps. Parce que si tu as un temps infini, mais que tu n'as pas l'énergie de faire les choses, ça sert à pas grand-chose. Mais quand tu as la bonne énergie, tu peux faire ce que tu veux. Et donc, c'est ça, de trouver le moyen de faire gagner du temps et de l'énergie aux entrepreneurs pour que tout le reste du temps, elles kiffent leur vie. Et elles puissent être dans leur domaine, dans leur flow, dans leur domaine d'expertise, dans ce qui les fait vibrer, dans ce qu'elles aiment faire, et qu'elles aient aussi du temps pour elles. Parce que beaucoup sont mamans, donc forcément, dévouement illimité. Et c'est ça. Après, oui, il y a la vie de famille, en plus des fois la pression, le ménage, la cuisine, etc. Voilà. Il y a l'entrepreneuriat. Comment je suis une bonne entrepreneur, la meilleure entrepreneur. Et en fait, la femme se met souvent en bas de la liste. Et sauf qu'en fait, quand on se met en haut, ça redonne le coup de boost qui permet de gagner un temps fou. Si tu as pris du temps pour toi, que tu te sens forte, que tu te sens en sécurité, confiante, que tu acceptes ta vulnérabilité, tu bégayes, ça arrive à tout le monde. C'est humain. Et c'est pas parce que les réseaux sociaux nous montrent toujours des images parfaites de professionnels où tout est lisse que quand on bafouille, ça fait de nous une mauvaise personne. Ça arrive à tout le monde. Et ce que je vois beaucoup aussi, c'est les entrepreneurs qui se comparent. Elles veulent pas forcément se comparer, mais... Ça revient à la charge sans même qu'on s'en rende compte. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que on est souvent en fait notre pire ennemi parce que on est bien plus dur avec nous-mêmes que ne le serait notre pire ennemi finalement. Et c'est ça qui est le plus dur en fait quand on est entrepreneur, c'est de réussir à trouver ce juste milieu entre une douce relever des challenges, mais voilà, en gardant quand même conscience qu'il ne faut pas que ça empiète trop sur cette notion de garder sa liberté, son libre choix de pouvoir quand même profiter de la vie. Hein ? C'est vrai qu'en général, on est notre pire ennemi. On a tendance à être bien plus dur avec nous-mêmes qu'on l'est avec les autres. Et ça peut vraiment finir par être maladif et on peut vraiment se faire beaucoup de mal à soi-même. Donc c'est vrai que dans ces moments-là,
comment faire finalement pour être plus indulgent avec nous-mêmes? Pour être plus indulgente avec nous-mêmes, déjà, ça peut être d'arrêter de se comparer aux autres. Quelqu'un dit, je ne sais plus qui c'est, se comparer, c'est le début de la folie. Parce que souvent, quand on se compare, on ne va pas se comparer à quelqu'un qui débute. Souvent, on va se comparer à quelqu'un qui est plus avancé que nous, ou qui a plus de disponibilité que nous, ou qui a plus d'ambition financière que nous, qui a plus. Et donc, on a toujours l'impression d'être pas assez. Et donc, ça crée, on se flagelle, les pensées négatives arrivent, on ne passe plus à l'action parce qu'on veut tellement que ça soit aussi bien que celle qui a 10 ans d'expérience qu'on peut ne pas faire parce qu'on ne mérite pas finalement de faire ça puisque ce n'est pas aussi bien qu'elle. Mais si elle, c'est aussi bien, c'est parce qu'elle a fait, elle a refait. Donc déjà, c'est de remettre de l'indulgence en restant objective. Oui, je suis sophrologue, je parle beaucoup d'émotions, mais des fois, les émotions, il faut les laisser de côté et garder des critères objectifs. Est-ce que cette personne, quel est son métier? Est-ce qu'elle fait le même métier que moi? Si son métier, c'est d'être monteuse ou graphiste, évidemment qu'elle va être meilleure en montage ou en graphisme que moi qui suis accompagnante thérapeute bien-être. Évidemment, donc je pense qu'il faut recomparer, si on a envie, sur des critères objectifs. Et la comparaison, elle doit juste être là pour mettre le petit coup de pied aux fesses pour s'améliorer soi-même la prochaine fois. Parce que clairement, si on se compare pour faire exactement comme l'autre, déjà ça va sonner faux, parce qu'on n'est pas l'autre. Et en plus, on risque de s'épuiser, parce qu'on n'a pas le même fonctionnement, on n'a pas le même métier, on n'a pas le même cible. Et ça va être aussi de revenir à soi, de s'aimer et de se dire qu'on est en sécurité. Juste travailler cette sécurité intérieure. Et si c'est pas parfait, qu'est-ce que je risque? Est-ce que je veux que ça soit parfait ou est-ce que je veux transmettre mon message? Et si quelqu'un vient critiquer l'esthétique, qu'est-ce que ça dit de moi? Ou plutôt, qu'est-ce que ça dit de lui, de cette personne qui critique? Donc, c'est remettre de l'objectivité, déjà, et remettre de l'amour et de la sécurité à l'intérieur de soi. Et ça peut être par des techniques de respiration, par de l'activité physique, par de la sophrologie, de l'hypnose ou d'autres, et de revenir au corps aussi. Parce que le mental, c'est un sacré filou qui aime bien aussi prendre les manettes et être aux commandes, et c'est jamais le meilleur conseiller. Lui va pouvoir rationaliser certaines choses, mais au final, notre corps sait avant que le mental décide. Et comme dans une relation, par exemple, une personne qui se pose des questions sur son couple, son ventre va lui dire il y a quelque chose qui coince, ou émotionnellement, il y a quelque chose qui coince. Et son mental va pouvoir lui dire oui, mais regarde, il a une bonne situation, tes parents l'aiment bien, avec les enfants ça va. Le mental va trouver toutes les excuses, mais le corps sait. Et au final, c'est juste repousser l'échéance, mais on sait très bien ce qui se passera. Et avec l'entrepreneuriat, c'est pareil. Ne pas laisser le mental diriger, parce qu'il est souvent un très mauvais conseiller. Et le problème, c'est qu'on suit souvent les méthodes des autres parce qu'on ne se fait pas assez confiance nous-mêmes. Parce qu'on a toujours l'impression que les autres sont les meilleurs, sont meilleurs que nous. Ah bah, le fameux syndrome de l'imposteur, on en discute? Vas-y. Ben, c'est vrai que c'est aussi... je ne sais pas ce que tu en penses, tu vas pouvoir me donner ton avis, mais c'est vrai que quand on se lance en tant qu'entrepreneur, pendant de longues années, on a ce syndrome de ne pas être à la hauteur. De ne pas être à la hauteur. Et du coup, d'où la course continuelle vers la perfection, en se mettant toujours plus la barre plus haut et en se comparant. Comme tu le dis très, très justement tout à l'heure. Et en fait, c'est épuisant. En fait. Et à partir du moment où on
on passe ce cap et qu'on se dit mais non, mon expertise, je l'ai, j'en suis fière, j'ai rien à prouver à personne. C'est là qu'on se libère justement du regard des autres et de cette petite voix intérieure qui nous dit continuellement non mais c'est pas assez. Si, en fait c'est assez, je suis assez. Et arrête donc de me dire tout ça et laisse-moi tranquille. Moi je considère que ça y est, je suis assez. Je suis une experte, je n'ai pas besoin, je n'ai rien d'autre à prouver. Exactement, cette petite voix qui va faire de l'autocritique, il faut apprendre à la dompter. Et finalement, il est possible de la laisser nous répéter. Et à force qu'elle répète des choses négatives, on a l'impression que c'est nous, comme si ça faisait notre identité. Mais ce qui est possible, c'est de la rééduquer, de la dompter. Par exemple, est-ce que tu es prête à faire un petit exercice ? Je suis prête, vas-y. Par exemple, là, si tu fermes les yeux, ressens ta respiration. Et là, tu vas penser « j'ai le choix ». Dans ta tête, tu penses « j'ai le choix ». Et tu vas pouvoir le dire, le penser un peu plus fort. « J'ai le choix ». J'ai le choix. Et tu vas pouvoir le crier. J'ai le choix. J'ai le choix. Et tu laisses venir, à mon signal, tu vas inspirer, tu bloqueras ta respiration et tu penseras. J'ai le choix dans ta tête. Puis tu souffleras doucement par la bouche, comme dans une paille, pour diffuser cette phrase à l'intérieur de toi. Inspire. Bloque ta respiration et inscris dans ta tête « J'ai le choix ». Et tu souffles par la bouche comme dans une paille pour diffuser ce message à l'intérieur de toi. Voilà. Et reprends ta respiration naturelle. Accueille toutes les sensations là. Et quand tu seras prête, tu pourras ouvrir les yeux quand tu en as envie. Comment tu te sens ? J'ai envie d'éclater de rire. Vas-y. J'ai le choix. Ouais. Donc tu vois Monique là, qui tourne en boucle et qui te dit des trucs pas cool. Ouais. Tu lui dis non, j'ai le choix. Je choisis. Je suis libre. Donc tu as le pouvoir de tes pensées. Et c'est ça, au final, cette cage dorée. C'est des fois de se laisser enfermer dans ses pensées. Alors, comment tu choisis tes pensées ? Mais c'est... Alors, j'entends et je comprends ce que tu dis. J'ai passé... Enfin, voilà, ça fait 11 ans que je suis entrepreneur, donc je suis passée par toutes ces phases. Je les revois, je les revis quand tu en parles. Mais ce qui, malgré le fait qu'on connaisse tout ça, parce que tout ce que tu me dis là, je le sais, mais en fait, ce qui est très dur, c'est qu'on est seul. Très souvent, quand on est entrepreneur, au début, on démarre, on est seul. Et ce qui est très compliqué, c'est que, voilà, tous les choix, justement, on les fait avec nous-mêmes face au miroir dans la salle de bain le matin. On se dit « Ah tiens, je vais prendre, c'est quoi mes décisions stratégiques pour cette nouvelle année qu'est-ce que je vais faire ?» Et en fait, ben oui, à force d'être tout le temps seul, ben c'est facile finalement d'écouter cette petite voix des fois. Quand on a une baisse d'énergie, quand voilà, on s'est engueulé avec son mari, ou que ben, d'un coup, elle revient et elle va toujours aller taper en plein cœur là où ça fait mal en fait. Parce qu'elle nous connaît très bien. Et du coup, comment faire quand justement, c'est toujours quand on est le plus faible, dans des situations les plus vulnérables finalement, comment faire pour réussir à lutter contre elle ? Est-ce qu'on est toujours obligé de lutter en étant seul ? Je sais pas. Il y a des jours où oui, effectivement, c'est plus une lutte. D'autres fois, on accueille cette solitude parce qu'elle fait du bien.
Mais je vais pas te dire que c'est tous les jours agréable de travailler toute seule. Et pourquoi s'infliger cette solitude si elle pèse? Punaise, tu touches du doigt la problématique actuelle. Hein. Pour l'instant, ça tourne en boucle comme ça et je trouve pas de solution. Parce qu'après, il y a des groupes d'entrepreneurs, de régions qui coûtent pas beaucoup d'argent, voire pas du tout, pour être ensemble ou même par visio. Maintenant, avec les réseaux, on peut trouver des entrepreneurs avec qui on s'entend bien. On fait un groupe Insta, un groupe Telegram, WhatsApp, et on se serre les coudes, tu vois, comme un mastermind, mais choisi, local, où il n'y a pas forcément quelqu'un qui va driver, mais c'est totalement gratuit, et ça permet d'être soutenu, de se booster, de s'engager, de se fixer des objectifs, et de se soutenir justement quand il y a un coup de mou. Et ça coûte rien. Ouais, c'est vrai. T'as raison. Et après, ça peut être se faire accompagner aussi sur certaines choses. Parce que oui, évidemment, ça demande un investissement. Mais c'est un investissement qui peut rapporter gros finalement. Je suis d'accord. Parce que quand on gagne à la gestion émotionnelle, la clarté mentale, quand il n'y a plus Monique là, qui tourne en boucle, ça laisse le champ des possibles ouvert. Et finalement, est-ce que les actions qu'on mène, elles vont pas être dans une autre énergie, une autre intention qui finalement... on va attirer les bonnes personnes au bon moment pour nous et les opportunités. Je suis complètement d'accord avec toi et c'est vrai que c'est le chemin que j'ai décidé de prendre cette année, justement, en me faisant accompagner. Et je vois la différence. Parce que d'habitude, chaque année, à la fin de ma saison, je suis épuisée. Et là, cette année, je sens que j'ai beaucoup d'énergie pour lancer cette nouvelle saison. Génial. Donc c'est vraiment une vraie différence et j'ai vu en fait tous les bénéfices d'avoir fait ces accompagnements. C'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire à la fois en visio, à la fois sur des groupes WhatsApp ou Telegram, mais aussi en présentiel, en ayant fait des séminaires, des regroupements professionnels. Et c'est vrai que j'en vois les bénéfices. J'en vois les bénéfices. Et je regrette pas du coup cet investissement que j'ai fait l'année dernière en me disant, de toute façon, il faut que j'essaye quelque chose de nouveau. Oui, c'est ça. Ça peut être inconfortable de prendre la décision de se faire accompagner. C'est inconfortable. Des fois, c'est une bascule, une prise de risque. Alors, il ne faut jamais se mettre en danger financièrement pour quoi que ce soit. Mais c'est toujours un petit... ça peut faire un peu peur. C'est un peu risqué. Mais punaise, quand on le fait, quand on voit les résultats que ça fait derrière, de l'énergie, comme tu dis, prête à rattaquer une saison, plutôt que d'être au fond de ton lit, tellement tu es épuisé de la saison qui vient d'arriver. Non, tu as l'énergie, tu as le boost pour pouvoir repartir et finalement attirer les bonnes clientes à toi, finalement. Et c'est de l'inertie. Si la roue s'arrête, ça demande beaucoup d'énergie de reprendre. Alors que quand il y a l'inertie, finalement, ça se fait presque tout seul. Et donc, c'est vrai que quand on a un épisode de creux, de doute, où c'est compliqué, ou quand on se lance dans l'entrepreneuriat, ça demande beaucoup pour lancer la machine. Mais après, l'inertie est là, l'énergie est là. S'il y a besoin de réajuster, hop, un coup de guidon, de volant ici et là. Mais il y a l'inertie, il n'y a plus qu'à réajuster. Mais si on ralentit et que ça s'arrête, ça va redemander un effort. Et là, c'est soit on y va solo, ça va demander beaucoup d'énergie, c'est possible. Et si on veut aller plus vite, si on veut gagner en efficacité, là, prendre le choix de se faire accompagner. Mais dans l'entrepreneuriat, ce qui est chouette, c'est que c'est rarement à fond perdu. C'est toujours un investissement. Et si on passe à l'action après, forcément, ça va revenir en x2, x3, x5, etc. Parce que ça redonne le boost pour passer à l'action et se réaligner sur ce qu'on aime finalement. Parce que oui, ne pas être légitime sur la communication quand on est créatrice de robes de mariée,
c'est normal, chacun son domaine de compétences. Oui. Et là, c'est soit je continue à faire moi-même des tâches qui ne sont pas dans mon domaine de compétences, la curiosité, l'envie, soit ça me coûte trop en énergie, je délègue. Ça peut être une solution aussi. Je me fais accompagner, je délègue, il y a toujours le choix. Toujours le choix. Je suis complètement d'accord avec toi. Et ne pas faire un choix, c'est faire un choix finalement aussi. C'est ça. Et du coup, toi, dans ton accompagnement, comment est-ce que tu viens pour justement aider les entrepreneurs ? À quel moment tu arrives dans le cheminement ? Est-ce que c'est parce que justement elles sont plutôt dans la phase de down et qu'elles se disent « Ouh là là, tout ce qu'elle dit c'est tellement vrai, c'est ce que je vis, c'est maintenant qu'il faut que je vienne » ou est-ce que c'est justement quand on a encore beaucoup d'énergie et qu'on se dit « Ouh là là, je veux garder cette énergie, il faut vraiment que je le travaille en amont pour ne pas perdre le fil et redescendre ». Quand est-ce que les personnes viennent me voir ? On est en France et on n'a pas encore vraiment la culture de la prévention. Je suis d'accord. Donc j'aimerais te répondre que les gens viennent à moi quand ils sont en top énergie pour entretenir ça et surperformer. Mais ce n'est pas le cas. Les personnes, quand elles viennent me voir, c'est quand elles sentent cette charge mentale, quand elles s'éparpillent, elles perdent le focus, elles perdent le plaisir, elles peuvent perdre le sens même. Et te dire, mince, je me suis enfermée dans quelque chose. Je sens qu'il faut que je change des choses, mais je ne sais pas quoi. Elles sentent que quelque chose ne va pas, mais n'arrivent pas forcément à identifier ce que c'est. Elles se sentent fatiguées, éparpillées, et elles n'arrivent pas trop à voir par quel levier réactiver l'énergie et le sens. Donc on est plutôt sur, quand c'est down, comment remonter, ou pas complètement en bas, mais elles sentent qu'il y a une fuite d'énergie quelque part. Elles se sentent fatiguées et elles en ont marre de distribuer leur énergie, de se sentir fatiguées, alors qu'elles, au contraire, elles veulent garder le contrôle. C'est souvent des personnes qui aiment contrôler. Et là, elles sentent que quelque chose leur échappe et elles captent que c'est pas des formules marketing ou de communication qui vont tout changer, c'est que c'est bien plus profond. C'est-à-dire que moi, dans une construction de maison, j'interviens au terrassement et aux fondations. Mais souvent, quand on se lance dans l'entrepreneuriat ou dans un nouveau projet, on va faire le logo, la charte graphique, les couleurs. En fait, ça, c'est juste la couleur de la façade et le toit. C'est ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire ? Du crépi ? Si tu n'as pas fait les pieux béton pour être sûr que la base est solide. Ouais. Et au final, le marketing, s'il n'y a pas d'ancrage, s'il n'y a pas de sécurité, c'est un château de sable. Ou un château de cartes. Le moindre coup de vent, ça s'envole. Et moi, je suis là pour amener... Hop, on solidifie et on le fait sur quelque chose de propre, de net. Un ancrage. Ouais. De revenir à soi. Est-ce que tu préfères une maison rectangulaire, circulaire ? Comment elle est, toi, ta maison idéale ? Comment tu veux faire l'isolation ? Comment tu veux organiser les pièces selon toi, ce que tu as envie ? Est-ce que tu as besoin de 2 salles de bain, une seule ? Combien de chambres ? Une bibliothèque, une salle de sport ? Qu'est-ce que toi, ta maison ? Et après, oui, tu mets la technique marketing, le crépi et la toiture que tu veux, mais au moins que la base, elle soit saine, que tu n'aies pas de fuite d'eau, que tu n'aies pas d'humidité, qu'il y ait bien la terre pour l'électricité, de ne pas t'électrocuter au moindre orage. Ouais, de bien ancrer les fondations et que ça soit solide et que, quelle que soit la météo à l'extérieur, quand tu es dans cette maison, tu es en sécurité. Et le crépi, tu peux le changer si tu veux. Mais les fondations, elles sont bien là. C'est un peu là que je vais intervenir pour ramener de la solidité à l'intérieur, finalement. C'est vraiment un travail sur les valeurs profondes, finalement. Oui, ce que je vais proposer, c'est un travail global. On va travailler sur l'harmonie entre le corps, les émotions, le mental, les valeurs et le fonctionnement. Alors oui.
Ouais, le fonctionnement de la personne. Parce que certaines personnes, ça va leur vider la tête d'aller courir, de faire du journaling tous les jours. D'autres personnes, ça va leur ajouter de la pression. Certaines personnes vont avoir plus besoin de méditation libre, d'autres de méditation guidée. Et en fait, je pense qu'il faut arrêter de donner des méthodes miracles et universelles alors que chacune d'entre nous, on est différente. Et en fait, c'est juste ramener du soi et trouver le cocktail, la formule qui fonctionne pour toi et pas pour toutes les entrepreneurs. C'est de ramener de l'humain et de l'unicité à un système finalement global. Et si on a quitté le salariat, c'est pour arrêter de se soumettre à quelqu'un, à un système salarial. Donc c'est pas pour devenir le pantin d'un système entrepreneurial qui est dicté par les modes, les tendances. Sauf qu'en fait, c'est Chanel qui le dit, que le style, la mode change, mais le style jamais. Et en fait, sois ton propre style. Ne suis pas la mode, c'est toi qui es importante. Et finalement, les trends, oui, ça peut faire rire 5 minutes, mais à suivre toutes les trends, au final, tu vas te perdre et t'épuiser. Et si tu veux tenir dans l'entrepreneuriat, en fait, tu vas pas pouvoir te mettre les œillères longtemps parce que la vie va te rattraper finalement. C'est ça. Je suis complètement d'accord. Et tout à l'heure, tu parlais de pas culpabiliser quand, par exemple, on se rend compte que on a besoin de faire une sieste en début d'après-midi. En fait, j'ai lutté pendant très longtemps contre mon vrai cycle, ma façon vraiment où ma journée est optimale, parce que justement, on a toutes ces croyances en nous qu'il faut se lever tôt le matin, il faut être efficace de 8h à 18h. Après, le deuxième boulot de maman démarre, il faut être hyper efficace là de 18h à 20h. Et après, attention, il faut devenir une femme parfaite. Et disponible. Et donc, voilà. Autant dire qu'on se couche épuisé. Et donc, je ne connaissais pas le Human Design, mais je me rends compte que je ne sais pas du tout quel est mon profil. Mais grâce à l'expérience, donc moi, c'est au fur et à mesure de l'expérience que je m'en suis rendu compte. Je ne suis pas du matin. J'ai arrêté j'ai la chance d'avoir des enfants grands, autonomes. C'est terminé. Je ne m'inflige plus de me mettre le réveil à 7h parce que ça ne sert à rien. De toutes les façons, ils n'ont plus besoin de moi le matin et moi, ça m'épuise. Donc, je me mets le réveil à 8h ou 8h30 en fonction de ce qui s'est passé la veille. Si j'ai été occupée ou regardé une série jusqu'à 1h ou 2h du matin, voilà, non, je ne suis pas du matin, c'est bon. Je suis mon propre patron, je me lève à l'heure que je veux. Mais en fait, pendant longtemps, je me disais, ah oui, mais s'il y a quelqu'un qui appelle, et si, voilà, toujours ces fameux et si. Et en fait, maintenant, je me suis vraiment libérée de tout ça et j'accepte. Et si les gens ils sont pas contents, et en fait j'ai exactement le même rythme maintenant, même quand je suis en vacances, les gens ne sont pas contents, c'est pas grave. Hein, moi non, le matin tu me demandes pas de me lever à 7h pour aller faire le marché. Non, ça me fait pas kiffer, je m'en fous. Donc et voilà. Et au final, les personnes qui ont le plus de mal avec ça, c'est souvent notre entourage, parce qu'en fait depuis des années, on faisait l'effort pour faire plaisir, pour d'aller à contre-courant de notre nature. Et finalement, c'est eux qu'on a le plus de mal à décider et à leur montrer qu'au final, non, en fait, c'était juste qu'on voulait faire comme eux pour leur ressembler, pour faire en sorte qu'ils soient contents. Mais non, moi, je ne suis pas bien. Donc, j'ai changé. Maintenant, je respecte mon rythme. Si t'es pas content ou si tu n'es pas contente, tant pis, mais on se verra à midi. Pas à 7h. Mais ouais. Et toi qui as vécu ça, ce changement de rythme par l'expérience, où tu t'es dit ça suffit, j'arrête de suivre les autres
pour suivre mon rythme, comme je me sens mieux, qu'est-ce qui s'est passé avec ses proches qui ont eu du mal à comprendre au début? Est-ce que tu es encore en lien avec eux? Comment... Oui, bah, bien évidemment, parce que c'est mon mari. Hein. C'est lui qui est là le plus. En fait, il a fait une réflexion une fois, 2 fois, et puis j'ai au début pas relevé, et puis au bout d'un moment, je lui ai simplement dit les choses telles qu'elles sont. Je lui ai dit, mais voilà, oui, toi tu travailles de 7h30 le matin à 17h ou 18h. Moi, le truc, c'est que mon cerveau, il ne s'arrête jamais. Quand tu es entrepreneur, tu n'as pas de pause. Tu n'as pas le bouton où tu éteins. Donc, en fait, à partir du moment où je suis levée et jusqu'à ce que je me couche, mon cerveau est en ébullition. J'ai 10 millions d'idées à la seconde, j'évalue, je vois si c'est viable ou pas viable. Quand ça passe l'étape du cerveau, ça passe derrière dans l'expérimentation, le prototypage. Et en fait, ça peut arriver à n'importe quel moment. Des fois, je me relève la nuit parce que j'ai eu une idée ou voilà, une insomnie. Bon, j'ai l'atelier qui est juste derrière la maison. Je vais travailler la nuit. En fait, nous n'avons pas d'horaire. Donc, en fait, il faut justement écouter son rythme pour comprendre à quel moment, justement, c'est la partie plus du cerveau qui va fonctionner, où on va être efficace, qu'on va avoir des idées, justement se dire, voilà, c'est le matin de 10h à midi, là, je fais tout ce qui est stratégie, marketing, je suis hyper efficace. Et par contre, quand je sais que je vais être en mode automatique sur des choses qui pour moi sont plus simples, où j'ai moins besoin intellectuellement d'être efficace, ça, je le fais l'après-midi. Mmh. Et la partie génie créatif, c'est la nuit. Ah ouais. C'est la nuit. Donc en fait, mon mari, lui, il est couché depuis longtemps, que moi, je suis encore en train de faire tourner en boucle les idées et de remplir mes cahiers de notes en me disant « Oh tiens, ça, faut que je réfléchisse à cette idée, faut que j'en parle à quelqu'un ou à une collaboration. » Enfin, tu vois, en fait, c'est... et en fait, plus les années passent et plus on est vraiment les opposés. Donc en fait, on se retrouve dans l'après-midi avec mon mari. Parce que le matin, on n'est pas en phase. Le soir, on n'est pas en phase. Donc heureusement, moi, je travaille de la maison. Et lui, il est commercial. Donc il est en télétravail quand il n'est pas en déplacement. Mais sinon, c'est vrai que je me dis que quand on finit par mieux connaître son rythme et qu'on se retrouve à être dans un rythme opposé de la personne qui partage notre vie... faut être créatif pour pouvoir se retrouver. Et là, vous arrivez à vous retrouver ? Oui, parce que quoi qu'il arrive, quand on est en vacances, on arrive à chacun faire des efforts de chaque côté. Lui se couche un peu plus tard et moi je me lève un peu plus tôt. Ou il fait des choses quand moi je dors encore. Les petites tâches quotidiennes, toute cette petite charge mentale, en fait, ça lui fait plaisir de la prendre pendant qu'on est en vacances pour que moi, je puisse me reposer, justement. Et au quotidien, c'est, comme je te dis, c'est être inventif, trouver des solutions pour trouver des moments où on arrive à pouvoir communiquer de façon de cœur à cœur. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que comme tu le disais tout à l'heure très bien, on communique trop vite et on utilise des outils où en fait tout va à 100 000 à l'heure, mais au final, on ne s'écoute plus. Et moi, la première, je m'en rends compte. En fait, quand tu es happé par ton téléphone, tu n'entends plus en fait ce qui se passe autour. Et la personne croit que tu n'avais pas forcément vu, que ton regard n'était pas porté vers lui, croit que tu as entendu, et en fait, ça crée des situations de quiproquo pas possibles, parce qu'au final, on ne sait pas écouter. Oui. On ne sait pas écouter. Donc, j'essaye de m'améliorer là-dessus, parce que je me rends compte qu'effectivement, on reproche à nos ados
d'être trop sur les écrans, mais on est addict, nous aussi. Il y a plein de choses dans ce que tu partages là. Alors déjà, est-ce que ton mari ne pourrait pas prendre un peu de charge mentale en dehors de ses vacances? Il en prend, non, il n'y a pas que pendant les vacances. Okay. Et bien évidemment, on trouvera toujours que c'est pas assez. Mes filles trouvent qu'il en fait pas assez, mais cette nouvelle génération, en fait, a éclos en fait dans une société qui est tellement différente de celle dans laquelle nous on a été élevés, que moi je trouve déjà qu'entre le moment où j'ai rencontré mon mari à 27 ou 28 ans et maintenant, il a fait des pas de géant. Mais il y a des choses j'ai arrêté de lutter. Il y a des choses sur lesquelles j'ai arrêté de lutter. Mais sinon, on s'entraide quand même. Mais j'entends que malgré le fait que tu ne t'imposes plus son rythme et que tu suis le tien, il y a eu des discussions, ça a créé des discussions entre vous deux, mais l'amour est toujours là. Ah oui, mais ça c'est... Donc même si on se respecte soi-même, que c'est différent des autres, de nos proches, c'est pas pour autant qu'on perd leur amour. Parce que souvent, on s'impose un rythme extérieur parce qu'on a peur de perdre quelque chose. Et là, clairement, avec toi, on voit que tu as réadapté ton rythme à toi. Ouais. Ça a créé des discussions, mais l'amour est toujours là. C'est exactement ça. C'est comme en fait, j'ai perduré dans ça, que je me suis dit, il faut que j'arrête de m'auto-flageller et de m'imposer des choses qui ne me font pas du bien. En fait, il a vu le bénéfice. Il a roumégué. Ah non, c'est un mot que vous connaissez pas, vous, par ici. Il a ronchonné. Roumégué, je l'ai appris en venant dans le sud-ouest. Avant, je connaissais pas. Il a ronchonné, mais après, il a vu tellement de bénéfices positifs sur moi, mon énergie, sur ma façon d'être plus justement dans cette petite barre d'énergie, comme tu expliquais tout à l'heure, d'être plus dans le top. Donc forcément, quand tu es plus dans le top, tu es aussi plus disponible pour tes proches, tu es plus disponible pour tout. Donc même si au début, je pense que c'est un mélange d'envie, parce qu'il y a toujours aussi cette notion dans le couple. Toi, tu es entrepreneur, mais moi, intérieurement, peut-être que j'aurais aimé aussi faire ce pas, mais au final, nous, dans notre histoire, c'est la vie qui a fait que l'opportunité qu'il avait eue n'a pas pu se concrétiser. Donc, il y avait toujours cette petite envie de se dire « Oh là là, elle s'est mise à son compte, mais moi, finalement, je suis restée dans le salariat. » Et elle peut organiser ses journées comme elle veut. Mais au final, comme il a vu que pour moi, c'était vraiment bénéfique, il a arrêté de bronchonner. Et maintenant, voilà, quand je me lève, et il n'y a pas de souci. Trop bien. Et c'est accepté par toute ma famille. Il y a souvent une partie d'éducation aussi. Et quand on change nous-mêmes, il n'y a pas que nous qui changeons. On fait partie d'un système aussi. D'un système du couple, un système de la famille, un système du village, un système du pays, un système du monde. Et en fait, chaque personne qui va changer, si on part sur notre petit système à nous, en fait, on va changer un peu et ça crée un déséquilibre. Et donc forcément, puisqu'on change, ça va changer un peu le quotidien de l'autre. Et il y a un petit temps comme ça de flottement pour recréer un système qui va convenir aux deux. Pareil pour la famille, etc. Et donc, c'est vrai, c'est un peu comme quand on marche. On va faire un pas en avant, on va être un peu en déséquilibre, mais l'autre pied va vers l'avant, et là, on retrouve la stabilité. Mais on ne peut pas avancer sans être un peu en déséquilibre de temps en temps. Et c'est ça, des fois, qui peut faire peur et qui peut empêcher, finalement, de faire des changements, parce qu'on va avoir peur de ce déséquilibre. Mais ce déséquilibre, il va être important pour avancer. Et faites-vous confiance, et il faut faire confiance aux autres aussi, parce qu'en fait, les gens sont pleins de ressources.
Et souvent, c'est juste parce qu'on n'a pas confiance en soi ou on a une estime de soi à travailler un peu qui nous empêche parce qu'on a peur de ne pas réussir. Mais sauf que si on ne fait jamais rien, évidemment qu'on ne va pas réussir. Mais c'est une étape après l'autre, une action après l'autre, de laisser le temps. Un peu comme quand on lance un caillou au milieu d'un lac, ça fait les ondes, on attend un peu et on repart. Ça ne sert à rien de sortir de sa zone de confort et de se mettre en insécurité totale. On n'a pas besoin de faire 1 mètre en dehors de la zone de confort. Juste une petite action. Et la zone, elle augmente. Et ce qui est chouette, cette zone de confort, elle va toujours augmenter sans jamais se rétrécir. Donc vraiment, on n'est pas obligé d'aller très loin, mais chaque pas va compter pour l'agrandir. Et finalement, ce qui paraissait impossible avant rentre dans le champ des possibles. Et finalement, l'entrepreneur qui a 10 ans d'expérience en communication, en fait, sa zone de confort est tellement plus grande que quand on démarre, mais parce qu'elle a exploré. Et il faut s'autoriser à explorer, et finalement dans tous les domaines, que ça soit son rythme, je me lève un peu plus tard, ou un peu plus tôt, ça peut être ça aussi, d'accepter de se lever avant le reste de la famille pour faire d'autres choses, d'explorer, de faire des choix différents et de voir ce qui se passe. Il y a rarement des choix vitaux finalement. On se fait souvent un monde de ce qui va se passer. Et c'est rare qu'il y ait un danger de vie ou de mort quand même à poster sur les réseaux ou à lancer un challenge ou à aller faire du sport le jeudi matin. En fait, on a le droit. Et si on a choisi l'entrepreneuriat, c'est pour ça aussi, pour s'autoriser à se retrouver et à faire ce qu'on veut quand on veut. Mais pour ça, il faut couper les liens, finalement, de la marionnette, là, comme Pinocchio. Stop! On coupe les liens, il n'y a personne au-dessus, c'est moi le patron. C'est moi le patron et je choisis finalement où je veux aller et comment. Et j'ai confiance. Quelque chose ne fonctionne pas, je réajusterai pour que ça fonctionne à ma manière et pas à la manière de la voisine, finalement. Ça, c'est vraiment important à l'avoir en tête. Et c'est vrai que le plus difficile, ça peut être déjà vis-à-vis de nous-mêmes, on est la pire juge vis-à-vis de nous-mêmes. Et après, il y a toute cette pression des proches, finalement, qui ne font pas forcément exprès de nous mettre la pression, mais ça peut. Donc, accepter d'exprimer clairement nos besoins, nos limites, et en leur disant, c'est pas contre toi, mais c'est pour moi, et ça changera pas notre amour. Je suis complètement d'accord avec toi. Complètement d'accord. Et c'est vrai que cette notion de communication à cœur ouvert et bienveillante, elle est vraiment primordiale parce que sinon les non-dits peuvent vite en fait rentrer dans la balance et faire en sorte que l'atmosphère peut devenir délétère en fait. Peut devenir délétère parce qu'il y a eu une incompréhension ou quelque chose qui n'a pas été perçu de la bonne manière ou dit à un mauvais moment. Et en fait, c'est vrai que c'est primordial parce que si on perd le soutien de son entourage le plus proche, même si ça peut être aussi eux qui parfois peuvent être les plus critiques, ça reste quand même notre soutien numéro 1. Donc c'est vrai que c'est important de réussir à leur parler aussi parfois de nos doutes, de nos problèmes. Mais c'est pas toujours facile. Oui. Pour pouvoir justement communiquer ouvertement avec l'extérieur, avec nos proches, ça va demander beaucoup de courage. Ça va demander du courage de rentrer à l'intérieur de soi et d'accepter des fois des émotions qui vont être désagréables. D'affronter sa tristesse, sa peur, sa colère, des doutes. Et de vraiment les affronter et d'en prendre la responsabilité.
je me sens en colère. Et c'est OK, c'est normal, c'est tout à fait bénéfique d'être en colère. Mais au moins, le fait de rentrer à l'intérieur de soi, d'avoir ce courage et d'identifier, ça permet d'éviter de le cracher sur l'autre.